Bonjour à tous et toutes. Je suis Luc-Étienne Rouillard-Lafont, rédacteur en chef print chez Businessimo. C'est mon plaisir aujourd'hui de vous accueillir à cette table ronde intitulée Innovation et immobilier, comment intégrer la PropTech à une stratégie de gestion immobilière organisée par Businessimo et Yardi. Les investisseurs et les gestionnaires immobiliers ont devant eux beaucoup de vecteurs de transformation, que l'on parle de l'urgence climatique, de la hausse des taux d'intérêt actuels et de l'inflation, de l'évolution des modes de travail. Et pour tenter de répondre à ces questions, ils se tournent souvent vers les solutions technologiques. D'ailleurs, le PropTech Survey 2021 réalisé par Yardi et Aerid révélait en fin d'année dernière, que 35% des investisseurs et gestionnaires immobiliers sondés s'étaient davantage outillés en PropTech depuis le début de la pandémie, contre seulement 3% qui estimaient avoir diminué leurs investissements en la matière et où ils ont beaucoup d'outils à leur disposition, selon le PropTech Global Trends 2021, publié en début d'année par la Principauté de Monaco et l'ESCP Business School. L'écosystème PropTech mondial regroupait 2045 entreprises l'an dernier et avait attiré un volume d'investissement de 12 milliards de dollars. Donc, beaucoup de choix devant eux. La technologie doit servir évidemment à faciliter la vie, mais sa mise en place et son intégration dans les stratégies de gestion immobilière peut parfois occasionner certaines, on va dire, difficultés, certains points de tension. Bref, entre points de tension et solutions, nous avons aujourd'hui un panel riche et diversifié de par son expertise pour répondre à ces questions et aborder ces sujets. Nous sommes chanceux d'avoir M. Sébastien Chemouni, Head of France chez Allianz Real Estate, Mme Annabelle Billy, Group Technical Director for Real Estate chez Coria, Mme Laurence Véder, qui est Head of Asset Management pour BNP Paribas REIM France, et Andrew Hallgood, qui est Directeur France chez Yardi Systems. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Bonjour Étienne. Pour poser la table, un petit état des lieux, je me tourne premièrement vers M. Sébastien Chemouni. Allianz Real Estate est l'un des plus importants gestionnaires d'actifs immobiliers donc vous avez des actifs sous gestion aux quatre coins du globe. Quelle place prend l'innovation et la PropTech dans votre activité? Alors, bonjour Luc-Étienne, merci de cette invitation à ce panel. Alors déjà, Allianz Real Estate, c'est l'asset manager du groupe Allianz, donc nous investissons les fonds du groupe Allianz dans l'immobilier. C'est 86 milliards, alors c'est pas encore les quatre coins du monde, mais c'est trois continents, donc l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Europe, bien sûr. C'est donc 86 milliards d'actifs sous gestion avec principalement du bureau, ensuite pour la moitié, ensuite des centres commerciaux, du commerce pour à peu près 15%, de la logistique pour 15% et du résidentiel pour un peu plus de 10%. Le reste étant des résidences étudiantes et autres classes d'actifs. Pour nous, l'innovation, c'est un point très important parce que nous sommes des investisseurs de long terme et par ce fait, nous devons penser sur l'attractivité et les rendements de nos immeubles sur le long terme. Et donc effectivement, anticiper ce qui va se passer dans les années futures, on est obligé de se tourner vers l'innovation et de s'y intéresser et d'anticiper, d'intégrer ces innovations dans nos immeubles. Alors on a deux sujets. Le patrimoine, donc les immeubles qui doivent répondre, comme je disais, donc aux innovations de demain et aux besoins de nos locataires. Le deuxième sujet, c'est nous, en tant que gestionnaire, en tant qu'asset manager, en tant qu'investment et asset manager, on se doit aussi d'avoir les meilleurs outils et les meilleures données pour faire notre travail. On parle d'un portefeuille diversifié. Je me tourne peut-être vers Mme Laurence Véder, parce que BNP Paribas REIM, évidemment, vous avez aussi un vaste portefeuille sous gestion déployé dans plusieurs pays. En tant que Head of Asset Management pour la France, quels sont les principaux outils technologiques que vous utilisez dans l'exercice de vos fonctions? Pardon.
Alors déjà, pour présenter juste très rapidement le portefeuille géré par BNP Reim, sur l'Europe, nous gérons à peu près 30 milliards d'actifs. Sur la France, on est à 13 milliards, qu'on gère pour le cadre de nos fonds investisseurs derrière, détenus par nos investisseurs institutionnels ou investisseurs personnes physiques. Ces fonds sont investis, donc ces 13 milliards sont investis à 60% sur du bureau, 20% retail, donc plutôt pied d'immeuble, retail park, peu de centres commerciaux. Et les 20% restants sont très diversifiés. On a de la santé, on a de la logistique, du résidentiel, de l'hôtellerie, hôtellerie de plein air. Voilà. Donc très diversifié et la diversification prend de plus en plus d'importance. Tout le volet property management, donc tout ce qui est quittancement des loyers et gestion technique des immeubles, nous le déléguons à des property managers, soit au sein du groupe, soit à l'extérieur. Et donc après, en termes d'outils, on utilise, je dirais, des outils classiques en fait de gestion. Donc on a au quotidien, on a un gros entrepôt de données dans lequel on va puiser nos informations de gestion, comptable, etc. Et sur tout ce qui est outils de modélisation, on utilise un outil de place en fait qui a été développé qui s'appelle Finasset, pour la modélisation de nos BP et de nos projections futures. Voilà. Et donc après, ce sont des solutions du même groupe qui sont utilisées au niveau des fonds, au niveau corporate, au-dessus, plus consolidé, on va dire. D'accord. Annabelle Billy, en tant que directrice immobilier pour le groupe Corian, pardon, vous portez la double casquette d'opérateur et d'investisseur. En quoi consiste votre périmètre d'intervention comme j'en parlais avec les autres panélistes, quelle place occupe la technologie dans l'exercice de vos fonctions? Alors d'abord, merci pour cette invitation. Je vais juste terminer la tournée des chiffres, mais je vais faire rapide. Donc nous, Corian, le groupe Corian, on est implanté dans 7 pays au niveau de l'Europe, donc UK, Benelux, Allemagne, Italie, France bien sûr, et puis Espagne. Pays-Bas, avec le Benelux. Grosso modo, on a à peu près 1000 implantations sur ces 7 pays, ce qui représente environ un peu plus de 4,5 millions de mètres carrés à gérer. On est propriétaire et locataire, et surtout on est exploitant en fait, de tous ces actifs. On va de la colocation intergénérationnelle à l'EHPAD, et puis en passant par divers types de cliniques de réhabilitation, de rééducation, cliniques psychiatriques et puis cliniques chirurgicales également. Donc vous voyez qu'on a nous aussi un panel assez diversifié d'actifs au sein d'une seule catégorie, santé, mais bon, malgré tout, c'est quand même très diversifié. Et puis, plus particulièrement au sein de la direction technique, on a en charge tout le pilotage de la gestion des risques bâtimentaires, donc tout ce qui va toucher la maintenance, donc tout ce qui est en termes d'exploitation, mais aussi toute la partie développement, puisqu'on a on fait un très gros effort d'investissement sur les 5 prochaines années au niveau du groupe, et puis aussi toute la partie gestion environnementale, puisqu'on est vraiment rentré dans la transition écologique au niveau du groupe, puisqu'on s'est donné une feuille de route bas carbone qui était quand même assez importante à l'horizon 2030. Donc la technologie, on en a besoin. Alors on en a besoin pour nos bâtiments, effectivement, en termes d'exploitation sur tous ces sujets, puis on en a besoin aussi pour les personnes qu'on accueille et puis notre personnel. Donc on a deux types de techno, une pour le bâti et puis une pour les occupants. Voilà. Merci. Andrew Hargood, vous êtes directeur France chez Yardi Systems, qui est un éditeur de logiciels spécialisé en gestion immobilière. Quel état des lieux dressez-vous de l'écosystème PropTech aujourd'hui? Écoutez, bonjour Luc Etienne. Oui, donc effectivement, c'est intéressant à écouter mes collègues. Ce que j'entends, ils ont des systèmes différents suivant des métiers. En fait, ce que je vois chez Yardi et les clients de Yardi, c'est vraiment la volonté un peu de briser un peu ces silos de métiers et d'outils, et de fournir un système qui couvre tout le cycle de vie des investissements immobiliers, de front to back et top to bottom. Comme ça, vous avez une vision globale sur vos investissements et votre patrimoine.
Donc, en termes de... Qu'est-ce que je veux dire par front to back? Je suis désolé pour les anglicismes, vous avez peut-être entendu, j'ai un petit accent. Aucun souci. Je ne choquerai pas un Québécois avec ça. Donc, c'est toute la partie, donc front to back, c'est toute la partie à partir de la commercialisation des lots jusqu'à la signature des baux, en passant par le CAPEX et le TI, les Tenant Improvement. Et puis, une fois sur place, on gère toute la partie facturation, bien sûr, mais de plus en plus, on permet à nos clients de fournir des services supplémentaires à leurs locataires et donc augmenter les revenus de ce fait via des applis, etc. Top to bottom, je parle plutôt de toute la gestion de la structure de détention. Donc, investment management dans des relations avec les investisseurs via des portails, etc. On fait toute la comptabilité et gestion des fonds des SPV et bien sûr les calculs de performance à tout niveau de la structure de détention. Donc l'idée est que tous les parties prenantes dans l'investissement immobilier travaillent dans la même plateforme. C'est la même plateforme. Ils ont des outils spécifiques à un métier, mais c'est dans la même plateforme. Donc, en fait, il n'y a pas d'échange de données entre les différents systèmes. Ils ont enrichi la même base. Comme ça, vous avez tous vos données centralisées dans une seule source pour pouvoir... vous avez besoin de prendre des décisions d'investissement. Donc, vous avez ça dans une seule source avec Yardi. Merci. Annabelle Billy, vous venez de mentionner les besoins de technologie que rencontre le groupe Corian. Pour un opérateur immobilier comme vous, quels sont les principaux défis à relever, peut-être dans l'intégration de la technologie à votre stratégie immobilière? Alors, quand on a préparé cette table ronde, on a échangé et je vous disais que, je ne sais pas pour mes collègues, mais qu'on était assez submergé par une multitude de propositions d'outils et que c'est pas toujours simple de trier le bon grain de livrer dans tout ce qu'on reçoit. Donc c'est déjà quand même un sacré défi de pouvoir trouver le bon produit et se dire bon, celui-là c'est vraiment celui qui répond à mes besoins. Ensuite, vous l'avez entendu, nous on est sur 7 pays, des pays qui parlent des langues différentes. Où effectivement on essaie de parler tous en anglais, mais in fine le sujet c'est aussi la donnée. Quelle langue on fait parler, quelle langue on donne à la donnée. Donc c'est vraiment pour moi au niveau de la direction technique, c'est vraiment le sujet, c'est parler la même langue, c'est-à-dire que quand on va récupérer de la donnée, qu'on soit certain qu'on parle bien de la même chose en fait. Voilà. Donc on a un défi d'homogénéisation au niveau de ces données. Je pense que pour vous c'est à peu près le même sujet. Parce que bien sûr après ça va fiabiliser aussi nos indicateurs de performance, nos résultats et puis c'est aussi derrière le questionnement de définir des bons indicateurs de performance et dans l'immobilier on en a. Dans l'immobilier de santé, un peu moins. Donc, on est aussi là en train de créer, et c'est aussi le défi d'un acteur de la santé plutôt bien placé dans le classement, pour pas dire, voilà, d'avoir à montrer le chemin, quoi. Et sur certains sujets, on est encore en recherche et on définit actuellement des indicateurs de performance sur l'immobilier de santé qui n'existent pas encore. Voilà. Donc, c'est trouver la bonne façon de bien valoriser la data à votre disposition, si je comprends bien. Exactement. D'accord. Mais justement, je me tourne peut-être vers Madame Veder. Il y a beaucoup de data en tant que gestionnaire immobilier, en tant qu'asset manager qui est à votre disposition. Quels sont les principaux points de tension que rencontrent les asset managers dans l'exercice de leur fonction, justement, devant cet océan d'informations qui se présente à vous?
Oui. Je dirais le premier peut-être point de tension, c'est au sujet de la collecte de données. Pour des données de base, de gestion comptable, elle est assez facile, assez simple. Comme je vous le disais, toute la partie property est déléguée soit des prestataires du groupe, soit en externe complètement. Donc on a, je dirais, organisé les circuits ou les tuyaux qui vont bien pour rapatrier les informations idoines et pouvoir les exploiter. Mais c'est vrai que sur des données autres, type expertise, c'est déjà moins automatique, moins fluide. Sur des données plus techniques, c'est pareil, c'est moins systématique. Ça l'est aussi pour toute la partie plus investissement. Quand on regarde des dossiers à l'acquisition, c'est vrai qu'il y a peu ou pas de transfert de données de façon automatique pour pouvoir modéliser derrière. Et donc, il y a beaucoup de ressaisies pour pouvoir modéliser ces cash flows et ces BP. Voilà, donc je dirais la collecte de données, la récupération de la donnée est peut-être un des points de tension et sur lesquels il faut qu'on continue de s'améliorer pour fluidifier ça. Après, je dirais, dans le travail de l'asset au quotidien, il y a beaucoup de données disponibles, beaucoup d'informations, différentes sources. Un de mes souhaits, de mes rêves, et c'est un projet sur lequel on travaille, c'est effectivement de mettre à disposition des assets un outil peut-être plus convivial de visualisation de données pour qu'ils puissent avoir de façon un peu pratique et pas ludique, mais très concrète, visualiser les données de son portefeuille et pouvoir comparer ça de façon assez simple avec un benchmark, avec ce qui existe sur le marché, avec notre pipeline de sourcing et autres, avec différentes données de marché sur lesquelles les benchmarks seraient plus faciles à faire, par exemple. D'accord. Sébastien Chemouni, Madame Weber évoque justement l'importante quantité de données à la disposition des acteurs de l'immobilier. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez chez Allianz Real Estate en matière de big data? Alors, déjà, je suis tout à fait d'accord avec Isabelle sur la problématique de la capture, hein, le data in. Hein. Oui. C'est juste, je rajouterais, on est face à des choix en fait. Quel type d'informations on veut capturer? Il y a beaucoup d'informations qui sont générées et quel type d'informations on veut capturer? Je prends l'exemple d'un capteur, un capteur de présence sur un immeuble. Il génère de la data toutes les secondes. Hein. Est-ce qu'on veut capturer cette data toutes les secondes? Je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais après, peut-être que dans quelques années, on aura besoin de cette information. Donc c'est un peu dommage de ne pas la capturer. Donc c'est vraiment, c'est pas simple. Ensuite, il y a deux autres sujets. C'est le data out. Qu'est-ce qu'on en fait de cette data? Et le deuxième sujet, c'est ce dont parlait Andrew, c'est l'intégration en fait. Et là, pour imager ça, je vais prendre un exemple qui m'est cher. Hein. J'ai connu en fait dans le monde de l'immobilier la financiarisation de l'immobilier à la fin des années 90. Je travaillais à l'époque pour General Electric et j'étais très content de cette financiarisation. Et en fait, quand on fait un BP, on fait un BP sur 10 ans. 10 ans. Je suis personnellement très curieux de connaître l'environnement macroéconomique à la rentrée, hein, mais on fait des BP à 10 ans. Et notamment, il y a un paramètre qui est très important, c'est ce qu'on appelle les renewal probabilities, donc les probabilités de renouvellement de nos locataires, de 0 à 10 ans. Et pour ça, en fait, on mettait des pourcentages un peu bateaux à l'époque, de 50, 60, 70%. Et aujourd'hui, donc on est 22 ans après, on fait exactement pareil. Pour autant, on est bien plus capable d'analyser nos locataires, de voir ce qui se passe et de prédire, en fait, est-ce qu'ils vont rester ou pas, avec des éléments. Et aujourd'hui, on ne le fait pas, on n'a pas évolué. Donc ça, c'est une des problématiques qu'on a, en fait, en termes d'intégration de données. Donc là, effectivement, ce ne sont pas que des données immeubles, ce ne sont pas que des données de gestion, c'est aussi des données extérieures, de données Imbra Street ou autres. Et la deuxième problématique pour imager ce problème de data out, c'est les analyses qu'on peut faire en fait par rapport à l'usage de nos immeubles. J'ai plein d'exemples, je vais en citer qu'un. C'est quand on doit ventiler une pièce, une salle de réunion. Aujourd'hui, on se base sur le capacitaire de cette pièce. Hein. Elle est capable d'accueillir 10 personnes, donc on va ventiler pour 10 personnes, même si la pièce est utilisée pour 1 à 10 personnes. Donc c'est un peu dommage. Et en fait, c'est l'analyse des données de l'immeuble qui doivent apporter cette réponse, et qu'aujourd'hui, alors on a du mal à faire. Alors
on travaille, enfin, ça c'est un peu c'est notre problématique, on travaille beaucoup dessus, on a des solutions, on travaille avec des startups qui nous aident justement à faire ça et à généraliser ça. Comme le disait Isabelle, effectivement, la problématique, c'est pas de tomber sur une startup qui propose des solutions, c'est de tomber sur la startup qui propose la bonne solution pérenne et la bonne solution qui marche en France et partout dans le monde. C'est notre problématique. D'accord. Andrew Hoggood, comme directeur France chez Yardi, vous êtes au contact d'un panel varié de gestionnaires immobiliers. Quelles sont peut-être les principales difficultés qui vous font remonter dans l'exercice de leur fonction? Quels sont les points de tension qu'ils identifient comme les plus importants? Ça résume un peu à ce que le panel a dit, hein. C'est-à-dire que les sociétés immobilières, ils ont des systèmes complexes en place et ils ont des difficultés d'interopérabilité et surtout d'intégrité de données dans ces systèmes. Parce que, en revenant sur le point d'Annabelle, elle parlait de la langue, utilisée pour ces systèmes. Et effectivement, tous ces systèmes-là, ils ont un modèle de données différent. Donc, un langage différent. Un langage technologique différent. Voilà, exactement. Bon, je vous donne un exemple. Dans un système, vous avez quelque chose comme H&M ou Marks & Spencer. Dans un système, c'est H&M, dans un autre, c'est H&M, Marks & Spencer, MS. Et ça, c'est uniquement sur ça, c'est uniquement sur le nom du locataire. Donc, c'est très complexe. Et en plus, il y a aujourd'hui des systèmes qui sont conçus pour nettoyer un peu les données, pour harmoniser les données, etc. Mais en vérité, ça ne marche pas très bien et on finit souvent par faire manuellement, qui prend beaucoup de temps. Et encore pire, que des gens travaillent à côté dans le coin, donc ils n'ajoutent pas à l'intégrité des données dans la structure d'investissement. Ça ne favorise pas la valorisation non plus, j'imagine, oui. Voilà, exactement. Donc, et puis, vous avez parlé du PropTech. C'est vrai qu'il y a une explosion de PropTech aujourd'hui. Il y a plus de, je pense, 500 sociétés PropTech qui sont présentes en France. Et certes, il y a des choses très intéressantes et les sociétés sont bien séduites par ces produits parce que ça brille et ça fait des choses bien. Mais le choix n'est pas toujours fait avec une stratégie globale de data, surtout. Et c'est surtout, ça revient sur ce problème d'intégrité de données. Il faut avoir les données intègres pour pouvoir consolider les informations jusqu'à l'investisseur pour qu'on peut faire un reporting sur toute la structure des tensions et les calculs de performance à tout niveau, que ce soit asset, portefeuille ou fonds. Je me permets une petite question. Monsieur Chemouni, vous parliez notamment de capteurs tout à l'heure. On parle de données. Souvent, les capteurs, les données, la technologie immobilière est beaucoup liée aux actifs neufs. Or, si on garde en tête que 80% du parc immobilier en 2050 est déjà construit, aujourd'hui, disons qu'il y a un vrai sujet aussi sur votre patrimoine existant, encore plus au moment où vous devez opérer la transition énergétique et carbone. Est-ce que justement le patrimoine existant, c'est la prochaine frontière à traverser pour ce qu'on appelle le bâtiment intelligent ou l'utilisation de la donnée? Je vois des têtes qui hochent. Je me tourne vers M. Chemouni, puis je passe la parole à Mme Vedder ensuite. Alors, on ne délaisse pas le patrimoine existant, hein, on ne s'intéresse pas qu'au bâtiment neuf. C'est effectivement le gros du sujet, hein, c'est comment on fait. Alors, sur les bâtiments tertiaires, on a des échéances de baux, des locataires qui font des rotations et donc qui libèrent nos immeubles, ce qui nous permet de faire des travaux des travaux de remise en état du bâtiment, mais surtout de modernisation de ces bâtiments. Et c'est d'où l'importance
de s'intéresser donc aux grandes tendances et aux innovations. Et je rappelle que Allianz est sponsor d'une fondation qui s'appelle ULI, qui permet justement de réfléchir à ces tendances sur le long terme, sur tout un tas d'aspects. Et nous, ça nous sert, ça nous alimente pour justement réfléchir à comment on doit faire les travaux pour non pas les 6 à 9 ans qui viennent, mais les 15 à 20 ans qui viennent. Voilà, donc on a chez Allianz, en fait, sur les immeubles existants, on a un programme qui s'appelle Building Signature Programme, BSP, qui en fait qui est global sur la planète, qui en fait nous indique ce que nous devons faire sur ces immeubles en termes de capteurs, parce que on rentre pas dans le détail, mais c'est extrêmement complexe. Hein. Un capteur a son propre écosystème, donc il faut qu'il soit compatible, etc. Donc tout ça a été réfléchi, défini en interne chez Allianz, et on a en fait un guide, un Building Signature Programme, qui nous permet de savoir ce que l'on met comme type de capteur, ou combien on en met sur un plateau, etc. etc. Et derrière, on a aussi dans ce programme l'intégration de ces capteurs dans ce qu'on appelle une gateway sur l'immeuble et finalement l'envoi de certaines données dans un cloud. Donc, et là, on commence à travailler sur l'exploitation de ces données. Et là, pour le coup, c'est un univers nouveau. On ne fait juste que commencer. On s'est beaucoup intéressé sur la capture de ces informations. Et là, on commence à faire des choses très intéressantes avec ces données, justement en travaillant en collaboration avec des startups. Je peux en citer une, par exemple DeltaQ, qui permet d'analyser en fait les températures en fait de nos immeubles et qui en fait opère les productions de chaud et de froid en fonction des températures. On n'est pas obligé de chauffer un immeuble en hiver 12 heures par jour. On n'est pas obligé. Hein. On peut jouer sur l'inertie de l'immeuble de façon à conserver un niveau de confort pour l'occupant, tout en évitant de faire fonctionner des machines tout le temps. Voilà. C'est juste un exemple de start-up que nous utilisons pour exploiter les données. Parfait, merci. Je crois que vous vouliez peut-être rebondir. Pour compléter, effectivement, je pense que sur tout ce qui est immeuble neuf, etc., il y a pas mal de données facilement accessibles avec tout ce qui est, qui sont prévus dès le départ, donc une connaissance fine des données avec le BIM, etc., donc une espèce de carnet de santé technique qui est initié dès le départ et qu'on peut enrichir au fur et à mesure de la vie de l'actif. C'est vrai que pour les immeubles plus anciens, c'est plus compliqué. Donc la data technique sur les autres actifs est plus compliquée à appréhender, etc. Après, effectivement, on peut facilement récupérer beaucoup de la donnée très finement sur des actifs individuellement. La difficulté, c'est de consolider après derrière ces données et avoir des données exploitables de façon plus macro. Voilà, donc il y a plein de solutions qui existent. Nous, on en teste un certain nombre au niveau technique qui nous aident notamment sur tout ce qui est performance énergétique, tout ce qui est comment améliorer la partie maintenance de nos actifs. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font individuellement au niveau actif et une des difficultés, c'est comment consolider ça ou faire ça à plus grande échelle et avoir une vision plus large des résultats, en fait, des exploiter. D'accord. On a parlé des points de tension. Je vous invite juste après ceci à parler des solutions. Comme je le disais, on vient de parler des points de tension, des difficultés. Il faut aussi parler des solutions parce qu'il y en existe beaucoup. Je reviens peut-être vers Mme Vedder pour commencer. Chez BNP Paribas Reim, comment vous intégrez justement l'innovation, la technologie dans vos pratiques, dans votre activité? Quelles solutions vous mettez en place pour répondre aux différents points de tension que vous rencontrez? Alors déjà, on a la chance d'avoir effectivement d'être accompagné par des départements internes très spécialisés qui nous aident justement à identifier les solutions qui répondent à nos besoins. Donc on est en amélioration constante, que ça soit sur nos outils de dashboard, de pilotage d'activité, etc. Que ça soit sur des nouveaux outils, je vous parlais tout à l'heure d'outils de visualisation plus conviviaux pour faciliter
faciliter le travail au quotidien des asset managers. Voilà, donc ils nous aident à trouver les solutions adéquates sur le marché ou à développer même en interne. On a des équipes dédiées là-dessus. Et après, voilà, je dirais qu'il y a plein de choses qui existent. Aujourd'hui, c'est vrai que on parlait des différentes bases, des flux d'informations importants, etc. Une mutualisation de la donnée pour s'assurer qu'il y a une seule source et on va toujours puiser la bonne source au bon endroit, la bonne donnée est essentielle. Donc tout ce qui tourne autour de l'API, des API en général, doit pouvoir aider à optimiser un peu notre organisation. Mais voilà, on a la chance d'être accompagné en interne chez BNP Paribas par des grands professionnels qui nous aident à optimiser nos systèmes de gestion et d'information sur nos outils. Merci. Annabelle Billy, je me tourne vers vous. Vous évoquiez tout à l'heure, comme certains des autres panélistes, la multitude de solutions technologiques qui étaient présentes sur le marché, puis peut-être la difficulté d'y voir clair dans cette mer de propositions. Quelle solution verriez-vous pour remédier à cet enjeu? Peut-être tout simplement un observatoire des systèmes, enfin des SI, des solutions proposées qui soient accessibles à tous et dans lequel toute start-up ou autre puisse s'enregistrer et présenter son produit. Ça pourrait être déjà une bonne idée et puis permettre d'y voir un peu plus clair. Moi, j'ai aussi un autre sujet, donc juste pour continuer sur la partie bâtiment existant, on a beaucoup on a exactement les mêmes problématiques, notamment de capteurs. On est en train de déployer sur tout notre réseau en Europe donc des capteurs de CO2 et de température. Et c'est vrai que quand on est dans des bâtiments existants, c'est compliqué quand il faut faire du filaire, tirer des câbles. Donc, trouver aussi des technologies qui puissent communiquer, pas uniquement sur et il ne faut pas que ça soit sur les mêmes câbles que ceux du téléphone ou autre. C'est clair que développer des technologies qui peuvent s'installer facilement dans des bâtiments existants, ça c'est mon rêve. Éviter d'avoir à démonter tout le temps les dalles de faux plafond, ça ce serait extraordinaire, tout en étant bien sûr sécurisé, parce que pas que quelqu'un vienne capturer la data comme ça, voilà. Donc il y a aussi cet enjeu-là. Et puis moi j'ai une vraie question, mais alors c'est peut-être un peu un pavé dans la mare, c'est comment toutes ces technologies peuvent nous aider à décarboner notre système. Bon, ça, alors avec tout ce qui est réduction énergétique et CO2, ça, on sait calculer, etc. Mais ces technologies même, comment elles-mêmes n'impactent pas trop finalement la feuille de route carbone, quoi. Voilà. Parce qu'on sait que le cloud, je suis désolée, c'est peut-être un peu un pavé dans la mare, mais on sait que le cloud n'est pas si décarboné que cela, quoi. Voilà. Donc comment on fait pour que tout en utilisant de la technologie, cette même technologie n'en rajoute pas sur la facture carbone, quoi. C'est une bonne question, en effet. Je me tourne peut-être vers M. Chemouni, parce que justement, vous êtes un investisseur institutionnel, donc vos besoins technologiques sont aussi variés que différents. Vous parlez de la diversité de votre portefeuille, tant géographique qu'en termes de typologie d'actifs. Comment est-ce qu'un investisseur institutionnel comme vous doit aborder l'innovation, l'intégration de la technologie dans ses process? Alors déjà, c'est obligatoire, ça fait partie des valeurs d'Allianz. On a une valeur qui s'appelle Digital by Default. On doit réfléchir digital, ça fait partie intégrante de nos valeurs. Et effectivement, c'est la recherche d'efficacité, de productivité, de confort, de performance énergétique et aussi de service pour nos locataires. In fine, il faut que ça serve à tout ça. Et ça fait partie intégrante de notre fonction chez Allianz dans tout ce qu'on fait. Après, je rebondis sur ce que disait Annabelle, sur lequel je suis tout à fait d'accord. À la fin, tout ça doit avoir un but. Et le but, en fait, c'est tout ce que j'ai cité, avec effectivement ne pas en mettre un de côté comme la performance énergétique ou le coût carbone. Et effectivement, je parlais tout à l'heure du filtrage des datas qu'on met dans un cloud. Si effectivement on peut se dire finalement c'est pas très cher de stocker
donc on va tout stocker, effectivement, le coût carbone devient plus important et c'est un peu dommage parce que là, on est contre-productif. Donc, et c'est pour ça que ce sont des choix difficiles. Hein. C'est vraiment, c'est pas facile. Je reviens sur l'industrie immobilière. Je pense que l'industrie immobilière devrait un peu plus collaborer justement à faire ses choix ensemble. Parce que c'est comme ça qu'on avance. La recherche de pérennité. Nous, on accompagne des startups qui sont venues nous voir il y a quelques années en nous disant, voilà, j'ai un produit pour vous, c'est super, voilà, et voilà notre produit. Et effectivement, le produit est super, sauf que vous êtes basé sur un business model qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas celui de l'industrie immobilière. Donc, on va vous apprendre le business model de l'industrie immobilière pour que vous puissiez en fait baser, non pas votre produit, mais vous, votre business model par rapport à ça. Et ça, c'est très important justement d'accompagner ces startups pour qu'elles puissent suivre l'industrie immobilière et faire évoluer aussi leurs produits en fonction. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de faire des choix qui soient des choix d'industrie. Il y a beaucoup de PropTech, comme le rappelait Andrew tout à l'heure. On ne pourra pas, il y aura des consolidations, on ne pourra pas utiliser toutes ces PropTech, hein, je ne pense pas, à long terme. Donc effectivement, il faut que l'industrie se penche sur des happy few hein, qui vont nous apporter des services et de manière pérenne et globale et continuer à nous apporter, continuer à améliorer ces services. De manière pérenne, c'est qu'on achète un service, c'est pas sur 2 ans, mais sur plusieurs années et que ces services s'améliorent. Je termine juste sur un point. Je me permets de mettre en avant en fait une initiative portée par la PROMA qui s'appelle AICN, c'est l'Alliance immobilière pour la convergence numérique, qui est justement, c'est ce que Andrew disait tout à l'heure, la difficulté que nous avons de trouver des référentiels communs en fait. Et Laurence le rappelait aussi, quand on achète un immeuble, on n'a pas de transfert d'informations parce qu'on est sur des référentiels qui sont différents. Et effectivement, c'est complètement dommage. Et donc, cette initiative AICN, donc portée par la PROMA, qui regroupe quasiment tous les acteurs, associations immobilières, et en fait là pour réfléchir à comment justement mettre en place des référentiels communs à l'industrie immobilière. Plus de collaboration entre les acteurs, donc si je comprends bien. Exactement, c'est clé. Oui, merci. Andrew Hoggood, à la lumière de ces échanges, quelle approche les gestionnaires et les investisseurs immobiliers devraient-ils privilégier, selon vous, pour l'évolution de leur process? En fait, ce qu'on entend est que les besoins en technologie, en l'aide s'intensifier. Et effectivement, les business models et la façon de travailler traditionnellement, ça change. Mais je pense que les investisseurs, la plupart des investisseurs avec qui je parle, voient ça comme une opportunité d'abord de pouvoir améliorer les process qu'ils ont aujourd'hui, mais aussi de pouvoir, là encore, fournir d'autres services auprès le client pour augmenter les revenus. Donc, en fait, ce que moi je vois, c'est vraiment la technologie advance. On voit carrément une ubérisation de l'immobilier où de plus en plus de process se font en ligne, en fait. Aujourd'hui, on peut aller sur un site, on peut choisir un lot, on peut signer le bail directement électroniquement. Une fois installé, voilà, on peut après, via des apps, etc., fournir des services supplémentaires comme les services d'intervention technique où que les clients peuvent faire des paiements directement dans ces applis, etc. Donc ça donne d'autres façons de trouver des revenus supplémentaires pour les investisseurs. Et bon, ça c'est plutôt, on voit ça plutôt dans le résidentiel. Mais dans le modèle commercial, on voit ça dans du flex space et les baux plus flexibles. Et en fait, je pense que les gagnants dans tout cela, c'est ceux qui savent centraliser ces données, exploiter ces données pour pouvoir gagner plus de revenus, améliorer la performance via la technologie.
OK. Parce que justement, vous mentionnez les clients. On n'a pas beaucoup parlé encore des utilisateurs. Je me permets peut-être d'y venir quand on parle de perspective de développement. Peut-être que la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment on fait justement pour intégrer l'utilisateur. On parlait de langage commun, on parle du property manager à l'asset manager, au fund manager, au propriétaire. En bout de ligne, celui qui vit l'immeuble, c'est l'utilisateur. Comment on fait pour l'intégrer dans la boucle, puis peut-être l'intégrer à cette marche vers l'innovation et la technologie? Je commence peut-être avec M. Chamouni. Alors, déjà, c'est bien de parler d'utilisateur, parce qu'avant, on appelait ça un locataire. Et le locataire, c'est effectivement le Chief Financial Officer qui signait le bail à la fin ou qui payait les factures. Donc aujourd'hui, on parle d'utilisateurs, on parle d'occupants. Nous avons des occupants sur nos immeubles et c'est eux qui en fait utilisent et qui ont envie de rester ou de partir d'un immeuble. Hein. C'est de plus en plus important. Alors, comment on les intègre? Pour répondre à la question, c'est pas facile. Déjà, c'est prendre l'information de nos locataires existants, c'est ce qui n'est pas facile. Hein. Et après, un autre aspect, alors je vais reparler de ULI, hein, qui est une fondation mondiale qui regroupe 46 000 membres dans le monde et qui, en fait, brille par sa diversité, en fait. Nous avons, en fait, tous les acteurs de l'immobilier, y compris les utilisateurs, qui ont une part importante dans cette réflexion. Et le but, c'est de réfléchir aux tendances. Donc, effectivement, nous, en tant qu'investisseurs, quand on a des discussions avec des utilisateurs, dans le cadre de ULI, ça nous permet de comprendre aussi leurs besoins, sachant que c'est un peu pareil que l'industrie. L'industrie immobilière est lente. Hein. On en parlait tout à l'heure des cycles immobiliers qui sont très longs. Un bail de 9 ans, c'est beaucoup. On fait des travaux, c'est 2 ans, 3 ans. C'est des cycles très très longs. Et donc, et effectivement, c'est peut-être un peu pour ça que l'industrie immobilière est un peu lente à évoluer. Et donc, les utilisateurs aujourd'hui, on attend d'eux qu'ils nous poussent à justement à aller plus loin dans l'innovation, dans l'utilisation des technologies. Et ça se fait au travers des discussions qu'on peut avoir avec eux. D'accord. Justement, Madame Billy, vous nous disiez en préambule que vous êtes autant un locataire que propriétaire en tant que justement qu'utilisateur immobilier. Comment vous voyez vous intégrer dans cette approche d'évolution technologique en lien avec les propriétaires immobiliers? Alors, en France, par exemple, on a le décret tertiaire, donc qui nous oblige aussi En effet. à échanger beaucoup entre propriétaires et locataires exploitants. Et puis ensuite, je pense que tout ce que l'on peut apporter en termes de technologie, nous, on en met beaucoup hein, pour nos résidents ou nos personnels. On met des box connectées, on met des détecteurs de chute, enfin on met plein de choses. Il y a eu le salon Vivatech la semaine dernière où on a présenté une quinzaine de solutions qu'on installait dans nos établissements. Donc, on a un échange quand même qui est assez, qui augmente considérablement avec nos propriétaires et une compréhension. En fait, c'était exactement l'échange qu'on avait tout à l'heure. Nos propriétaires commencent aussi à comprendre nos besoins aussi en termes de technologie, d'intégration. Donc, on est nous entre le propriétaire quand on est que locataire et nos résidents qui sont ou notre personnel qui sont les utilisateurs finaux. In fine. Oui, voilà. d'accord. Oui. Donc, ce qu'il nous faut, c'est qu'il faut que cette technologie, pour moi, effectivement, elle soit simple, elle soit facile d'utilisation. Je parle pour nos résidents ou notre personnel, et puis qu'elle soit autoportante. Enfin, moi, un de mes rêves, ce serait que tout soit interopérable. Vous en parliez, Andrew, parce que sinon, si on met beaucoup plus de temps à comprendre ce que veut dire la donnée qu'on a intégrée et pouvoir la traduire pour après l'utiliser dans un autre système, enfin, on perd tout l'intérêt, quoi. Donc, interopérabilité, autoportance, moi, c'est mes principaux mots. D'accord. Parce que justement, vous mentionnez le décret tertiaire qui va imposer donc aux investisseurs comme aux utilisateurs une réduction de leur consommation énergétique avec une première échéance déjà en 2030, hein, autant dire que c'est demain. Et puis donc, une meilleure compréhension de l'immeuble sera clé. Peut-être, Laurence Veder, comment la technologie, selon vous, peut justement vous aider à rencontrer ces objectifs? Est-ce que c'est clé pour
pour rencontrer ces échéances qui arrivent à grands pas? C'est clé. La difficulté, on parlait du décret tertiaire, effectivement, difficulté, c'est la collecte de la donnée. C'est basique, mais c'est vrai que alors c'est une responsabilité, on va dire, conjointe entre propriétaires et utilisateurs, mais c'est vrai que c'est pas si évident que ça. Il y a beaucoup de pédagogie à faire pour récupérer la donnée, pouvoir la travailler et derrière mettre en place des plans d'action et in fine réduire nos consommations d'énergie. Qu'elle soit plan d'action juste mieux utiliser nos immeubles tels qu'ils sont aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas forcément, qu'on pourrait optimiser juste en paramétrant différents équipements différemment, etc. Ou au-delà de ça, mettre en place des travaux et réaliser des travaux pour aller plus loin dans les baisses de consommation d'énergie. Voilà, donc après, oui, il y a des outils qui existent pour nous aider, faciliter la tâche, automatiser les récupérations de données. On en utilise certains, je pense que comme l'ensemble des investisseurs et autres asset managers de la place. Donc oui, c'est clé, ça nous aide beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Effectivement, une meilleure compréhension au-delà du décret tertiaire, mais des enjeux des utilisateurs sur leurs besoins, alors qu'ils soient techniques ou pas, ou serviciels. C'est quand même, on ne loue pas que des mètres carrés, on essaie de fournir tout un écosystème dans lequel nos utilisateurs se sentiront le mieux possible. Donc ça va au-delà de la partie purement technique qui est effectivement basique et sur laquelle on se doit d'être au top niveau, mais au-delà de ça, c'est tout le volet serviciel. Donc il y a plein de sujets, d'outils qui peuvent nous aider sur le sujet, mais effectivement, l'offre est multiple et il faut bien la choisir. Et voilà. Parfait. Il nous reste 1 minute. Je me permets de me tourner vers Andrew Howgood pour terminer. On a parlé de collaboration, de l'utilisateur jusqu'à l'asset manager, jusqu'au fund manager, bref, sur l'ensemble de l'échelle de valeur immobilière. Comment vous répondez à cet enjeu-là chez Yardi en 1 minute? En fait, on a une proposition qui couvre beaucoup de choses dont on a parlé aujourd'hui dans une plateforme. Et je pense que l'important, c'est d'éviter un maximum à connecter les systèmes disparates. Il faut avoir une plateforme où vous pouvez faire le plus possible. Comme ça, vous gardez l'intégrité des données parce qu'il y a un mode de données, donc un langage dans tout le système, et ça vous permet vraiment d'avoir une vision sur toute la structure de détention à partir d'investisseurs jusqu'au beau et l'eau, etc., dans un seul système. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. J'ai l'impression qu'on aurait pu en parler encore longtemps. Décret tertiaire, évolution des modes de travail, évolution du contexte économique. Bref, beaucoup de pain sur la planche. Merci beaucoup à tous nos panélistes. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. Et on vous dit à bientôt sur Businessimo.